Tu es ici depuis presque 7 ou 8 heures. Tu as même pleuré plusieurs fois, et pourtant aucune larme n'est tombée de ton visage. Aucune. Nous avons été très patientes avec toi, mais je commence à perdre patience ici. Car tu n'éprouves aucun remords pour ce que tu lui as fait. Cette photo de vous deux est sur la table depuis près de 2 heures, et tu ne l'as même pas regardée. Tu dis l'aimer, mais tu n'as pas pleuré devant cette photo. Je pense même que tu crois que ta comédie doit marcher avec tes amis ou avec ta famille. Dans le passé, tu aurais pu être un excellent acteur. Mon chéri, mais ici aujourd'hui, c'était terrible. Tes talents d'acteur sont nuls. Les policiers de la scène de crime ne te croient pas, nous non plus. Tu vas devoir beaucoup t'expliquer pour t'en sortir cette fois. Tu es foutu, David. Point final. David et Chanty se sont rencontrés en ligne en 2013 et mariés en 2017. En 2018, quelques semaines avant qu'ils ne commencent le tournage d'une émission de télé-réalité pour laquelle ils avaient été sélectionnés, Chanty a été retrouvée sans vie dans sa propre maison. Selon son mari, elle s'était noyée dans la baignoire. Il l'a sortie de la baignoire pour l'aider, puis a appelé les urgences faute de pouvoir faire plus. Lorsque la police est arrivée, seulement 5 minutes plus tard, tout était sec, aussi bien la baignoire que la salle de bain et le corps de la victime, y compris les cheveux. Comment, 5 minutes après qu'il ait désespérément sorti sa femme de la baignoire, tout pouvait-il être complètement sec ? David a passé des heures à nier être responsable de cela, mais les détectives n'ont eu aucune pitié pour lui pendant l'interrogatoire. Ils l'ont traité de menteur, ont dit que sa performance au commissariat était nulle et que toutes ses excuses n'étaient non que du baratin. Les raisons du crime pouvaient être très diverses. L'argent, la cupidité et très probablement la possibilité qu'il veuille garder secrète sa vie bisexuelle. Puisque David avait l'habitude, depuis plus de 2 ans, de fréquenter un sauna gay de la ville, simplement pour s'impliquer avec différents clients de l'établissement. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de David Trons. Et les mystérieux, suivez-vous déjà la nouvelle chaîne d'Archives Mystères, Archives Mystères Compilation. J'ai créé une nouvelle chaîne regroupant plusieurs affaires criminelles par thème. Vous aurez donc des vidéos pendant des heures et des heures sans interruption, comme des crimes brutaux, des crimes entre couples, des tueurs en série, des crimes brésiliens et bien d'autres. Le lien est en description. Cliquez, suivez et activez la notification. Voilà, passons à l'affaire d'aujourd'hui. David Trones est né en 1968 aux États-Unis et il était décrit comme un homme intelligent et prospère dans les affaires. À l'époque où cette affaire s'est produite, en 2018, David ne travaillait pas, car il se contentait de gérer l'héritage millionnaire qu'il avait reçu de ses grands-parents. Il était divorcé, mais il n'a jamais eu d'enfant avec sa première épouse. Chanty, l'autre protagoniste de cette histoire, était une mère travailleuse et dévouée, propriétaire d'une entreprise lucrative de logiciels financiers, et elle travaillait dans son bureau à domicile. Elle avait 11 ans de moins que lui et avait un fils nommé Jackson, issu de son précédent mariage avec un homme appelé Jim Cooper. Ils se sont rencontrés sur Internet en 2013 via un site de rencontre appelé Match.com et se sont mariés en février 2017 lorsqu'il avait 49 ans et elle 38. En 2015, avant leur mariage, ils ont emménagé dans une maison d'un quartier chic d'Orlando, en Floride. La maison a coûté 600 000 $, somme que David a payé comptant. La propriété était immense, avec une piscine, un grand garage, de nombreuses pièces, et même si la rénovation de l'endroit était devenue le projet de vie de David, c'est Chanty qui payait les factures de cette rénovation qu'il imaginait. Et toute seule. Comme l'achat a été fait uniquement par David et avant leur mariage, le bien était uniquement au nom de lui et de sa mère. Mais étant donné que Chanty paye toute la rénovation de la maison, elle essayait depuis longtemps de demander à son mari d'ajouter son nom sur l'acte de propriété du bien, au moins pour une partie de celui-ci. Et c'est là que le problème commence. Les rénovations de la maison duraient depuis des années. Elle avait déjà dépensé près de 250 000 $,
David traînait beaucoup et ne réglait pas cette situation. Il ressemblait plutôt à ce genre de personne qui a de l'argent, mais qui ne veut rien dépenser de plus que ce qui lui convient. Juste pour vous donner une idée, quand il louait un appartement avant cette maison, David voulait ne payer qu'un tiers du montant. Parce que, comme Jackson, le fils de Shanti, vivait là avec le couple, il disait qu'elle devait aussi être responsable de la part du garçon. Cela a été résolu lors d'une conversation et, au final, il a fini par payer la moitié quand même. Au milieu de 2017, ils ont dû commencer à dormir dans des pièces séparées à cause de l'énorme rénovation qui avait lieu, et c'étaient les 2 seules pièces habitables à ce moment-là. David dormait sur un canapé dans le garage où il y avait beaucoup de cartons et de débris, et c'était aussi l'endroit où les chiens dormaient, non. Shanti dormait dans la pièce au-dessus du garage, qui est devenue trop petite, car en plus de partager l'endroit avec son fils, elle y travaillait aussi. Shanti dormait dans le lit double et son fils Jackson dormait sur le lit du haut d'un lit superposé. Lui, de son côté, utilisait la partie inférieure du lit superposé pour étudier, et elle avait un bureau dans un coin de la pièce qu'elle utilisait pour travailler. Tout se trouvait là-dedans. Des entrepreneurs allaient et venaient dans la maison. Mais peu de choses satisfaisaient les volontés de David, et les travaux semblaient un tas interminable. Jusqu'à ce qu'au début de 2018, David fasse appel à la production de l'émission de télé-réalité Zombie House Flipping, une émission de télévision qui rénovait des maisons et qui était devenue son espoir pour résoudre tous ses problèmes. Lorsque le présentateur Keith Horry, qui est aussi constructeur, est arrivé sur la propriété pour une première évaluation afin de voir si ce projet ferait un bon épisode pour l'émission, il a remarqué que la maison n'avait pas certaines de ses cloisons, même pas de séparation intérieure, et qu'elle était soutenue par un tas de poutres en bois de 5 cm chacune. Il était difficile de croire que la maison ait résisté de cette façon pendant si longtemps, sans qu'aucun désastre ne se soit produit. Keith a accepté le défi et le tournage pourrait commencer début mai. Mais avant cela, il avait besoin que le couple signe le contrat qui comportait diverses conditions pour le tournage, notamment les droits à l'image. Shanti n'a pas montré beaucoup d'intérêt à vouloir régler cette bureaucratie. Elle a mis beaucoup de temps à signer les papiers. À certains moments, même lors des réunions avec les producteurs, elle quittait la salle très stressée. Peut-être parce qu'elle avait déjà dépensé beaucoup d'argent dans un bien immobilier qui ne portait même pas son nom et qu'elle était épuisée par tous ses problèmes. Et maintenant, une solution rapide et gratuite apparaissait. Elle a eu cette attitude qui ressemblait plus à de l'indifférence. Il est difficile de savoir, mais facile d'imaginer la raison si l'on pense qu'après la rénovation complète, elle n'aurait probablement pas son nom inscrit sur l'acte de propriété de la maison. Cependant, cette rénovation financée par le programme n'a jamais commencé, puisque le 24 avril, quelques jours avant le début des enregistrements, David a appelé le 911 déclarant avoir trouvé sa femme noyée dans la baignoire. Dès que les secouristes sont arrivés, ils ont officiellement constaté que Shanti, âgée de 39 ans, était morte. La police l'a interrogée. 2 détectives ont été chargés de l'affaire. Lors de l'entretien, David a dit l'avoir vue en bonne santé la veille au soir. Pendant toute cette journée, elle n'est pas descendue prendre le petit déjeuner ni déjeuner. Dans l'après-midi, il est sorti promener les chiens et, en revenant vers 3 heures, il a décidé de monter voir si sa femme avait besoin de quelque chose. C'est alors qu'il l'a trouvée immergée dans la baignoire. Il l'a sortie de là, a essayé de faire une réanimation cardio-pulmonaire et, n'arrivant pas à l'aider, il a appelé le 911. En attendant les secours, il a vidé la baignoire et ne savait plus quoi faire. Selon lui, il s'est écoulé environ 5 minutes entre le moment où il l'a trouvée et celui où il a appelé les urgences. Ce qui semblait le plus étrange dans cette scène, c'est que, en plus du fait que le corps et la salle de bain étaient complètement secs, alors que, d'après ce qu'il a raconté, il aurait dû y avoir de l'eau partout, Shanti présentait quelques ecchymoses sur le visage, avait un œil blessé et une des joues avec une tache de sang. À propos des blessures, il a dit qu'il pensait qu'elle avait glissé et était tombée ou qu'elle s'était évanouie, mais les blessures ne correspondaient point pas à une simple chute. La police avait également remarqué du sang sur la couette et sur le côté du cadre de son lit, sur le bois,
mais David a dit qu'il s'agissait probablement de sang provenant du cycle menstruel. L'interrogatoire a duré si longtemps que les choses me sont devenues plus incisives. À un moment donné, les détectives ont même dit à quel point il semblait faire semblant de se soucier de la mort de sa femme, et à quel point il avait pleuré sans verser une seule larme. L'une d'elles a même clairement dit qu'elle ne croyait pas à ses paroles, que ses explications ne semblaient avoir aucune logique, et que la police était déjà certaine que Shanti n'était pas morte accidentellement, mais qu'elle avait bel et bien été assassinée. Elle n'a pas glissé dans la baignoire. Elle n'a même pas mis les pieds dans cette salle de bain, David. Si cela arrivait, elle serait tombée sur le dos. Et toi non plus, tu ne l'as pas trouvée à 3 heures de l'après-midi. Tout le monde sait que si tu sors une femme d'une baignoire pleine d'eau et que 5 minutes plus tard, tu appelles la police, tout serait complètement mouillé. Et tu n'arrives pas à m'expliquer comment tout était sec. Tu es ici depuis presque 7 ou 8 heures. Tu as même pleuré plusieurs fois et aucune larme n'est tombée de ton visage. Aucune. Tu fais semblant de pleurer depuis ton arrivée ici, depuis des heures. Chaque fois que tu as pleuré et qu'on n'a pas vu de larmes, on l'a noté. Nous avons été patientes avec toi, mais je perds patience maintenant. Parce qu'il n'y a pas la moindre once de remords pour ce que tu as fait à cette femme. La photo de vous deux est sur la table depuis presque 2 heures et tu ne l'as même pas regardée. Tu dis l'aimer, mais tu n'as pas pleuré devant cette photo. Le papier est sec, tout comme son corps l'était quand la police est arrivée. Tu te fiches complètement de sa mort. Tu ne regrettes rien de ce que tu as fait. Je t'ai dit qu'elle a été tuée. Assassinée. On a tué votre femme et vous ne semblez même pas vous en soucier. Je crois même que vous pensez que votre numéro fonctionne avec vos amis ou votre famille. Et que dans le passé, vous pouviez même être un excellent acteur, mon cher. Mais ici, aujourd'hui, c'est terrible. Vos talents d'actrice sont nuls. Les policiers de la scène de crime ne vous croient pas. Nous ne vous croyons pas. Je commence à penser que vous la vouliez morte. Pour quelle raison? Je ne sais pas encore. Pour rester seule avec cette maison? Je ne sais pas. Passer seule à l'émission télé? Je ne sais pas. Garder une partie de son héritage? Je ne sais pas. Est-ce que quelque chose de tout ça a du sens? Peut-être pas, mais c'est sur la base de ces informations qu'on va vous caractériser. Vous devrez beaucoup vous expliquer pour vous en sortir. Tu es foutu, David. Point final. Elles ont même voulu faire un test au détecteur de mensonges, ce que David a accepté. Mais comme il était déjà tard, il n'a pas été possible de trouver quelqu'un habilité à manipuler l'appareil. Il a donc dû être relâché et l'enquête a continué, avec le principal suspect en liberté. Les examens de la nécropsie ont confirmé ce que la police soupçonnait déjà, Shanti avait été assassiné. La cause indiquée était l'étranglement. Il a également été confirmé qu'elle était déjà décédée depuis plus de 12 heures au moment où Ellar a été retrouvée. Autrement dit, le crime avait eu lieu au début de la nuit. Le test au détecteur de mensonges n'a finalement pas eu lieu sur les conseils de l'avocat. Pour lui, les policières avaient choisi David comme coupable et voulaient tout faire pour le prouver. De plus, il est impossible de savoir comment une personne va réagir à un test au détecteur de mensonges sous autant de pression. Donc elle ne pouvait pas le considérer comme coupable uniquement à cause de son apparente absence d'inquiétude ou de sa tristesse feinte. Au cours de l'enquête, les détectives ont découvert que David transférait de l'argent d'un compte bancaire commun du couple vers son compte personnel, et qu'en plus, il était le seul bénéficiaire de l'assurance vie de Shanti, qui était estimée à environ 350 000 $. La police n'avait pas d'autre piste que de croire qu'il avait fait cela. Cependant, certains membres de sa famille en doutaient et croyaient en sa parole, car Shanti n'a jamais évoqué d'insatisfaction, de problème dans la relation ou même de peur de son compagnon. David a même été directement interrogé par l'un de ses membres de la famille pour savoir s'il avait quelque chose à voir avec la mort de sa femme, et il a répondu « Jamais. Je ne tuerai jamais l'amour de ma vie. » En étudiant les relevés de carte de crédit de David, la police a découvert quelque chose de très intriguant.
un abonnement de 6 mois au Club Orlando, célèbre sauna gay de la ville. David payait un abonnement semestriel d'une valeur de 35 $ à la fin juillet et décembre, depuis plus de 2 ans. Grâce à ces informations, la police s'est rendue sur place pour vérifier si les employés le reconnaissaient tant. Parce que, qui sait, il pourrait payer l'abonnement pour quelqu'un d'autre. L'un des employés, interrogé, l'a reconnu et a dit qu'il l'avait déjà vu plusieurs fois au club en train de fréquenter d'autres garçons. À partir de cette révélation, la police s'est demandé si le mobile du crime était le fait que Chantier ait découvert ce secret de son mari. David, qui était en liberté et attendait le déroulement de l'enquête, continuait à essayer de se défendre. Il a dit à un proche parent qu'il croyait que Chantier avait été assassiné par un voleur, car 5 000 $ en espèces avaient disparu de la maison, ainsi que sa bague de fiançailles en diamant, estimée à 15 000 $. Cependant, la police n'a à aucun moment pris en compte cette hypothèse, car la maison ne présentait aucun signe d'effraction. En plus, il était très commode pour son récit que cela ne soit arrivé qu'exactement au moment où il avait quitté la maison, et précisément le jour où son fils n'était pas là. De plus, il y avait beaucoup d'autres objets de valeur dans la maison qui n'ont pas été volés. Tu te souviens que David avait été marié avant Chantier ? Eh bien, les enquêteurs ont parlé avec cette ex-femme et quelques amis de l'ancien couple. Bien qu'elle ait dit qu'elle n'avait jamais eu de problème dans la relation, certaines personnes proches pensaient que David était en train de l'empoisonner, car elle a commencé à avoir une série de problèmes de santé peu après le mariage. À ce moment-là, les enquêteurs ont relié cette information au fait qu'il s'était produit 8 semaines avant le décès de Chantier. Elle avait subi une opération pour retirer l'appendice après de fortes crises. Il se trouve que l'appendicite et l'empoisonnement présentent des symptômes similaires, ce qui constitue donc de forts indices en faveur d'une théorie d'empoisonnement prolongée. Le 29 août 2018, 4 mois après l'assassinat de Chantier, David a été arrêté pour meurtre au premier degré et détenu sans libération sous caution. Le jour de l'arrestation, la bague de fiançailles de son épouse, qu'il avait prétendu avoir disparu lors du prétendu cambriolage de la maison, a été retrouvée cachée parmi ses affaires, dans sa valise. « 11 mois après le crime, un avocat de la défense de David a surpris les enquêteurs et le procureur de l'affaire par son action. Il a remis une preuve que personne ne savait qu'ils avaient un fil de couleur verte. La défense a affirmé qu'elle avait gardé cet objet parce qu'à l'époque, David menaçait de se suicider avec cela. Et ils ont fini par oublier le matériel dans les archives. Des tests acide désoxyribonucléique ont été effectués pour savoir si cela contenait l'acide désoxyribonucléique de Chantier. Parce que peut-être, qui sait, cela aurait pu être l'arme du crime d'une certaine manière, mais l'acide désoxyribonucléique de personne n'a été retrouvé. Mais il semblait que le matériel avait été nettoyé et l'excuse de la défense disant l'avoir gardé pour protéger David avant d'oublier n'a pas convaincu. Le ministère public pensait que le matériel avait été caché intentionnellement. Un homme condamné qui partageait une cellule avec David, appelé Edouard Gismondi, mais qui était maintenant en liberté conditionnelle, a contacté le ministère public pour raconter que, pendant leur cohabitation en prison, ils avaient sans beaucoup parlé des hallucinogènes, et que David avait mentionné un poison dérivé d'un crapaud sud-américain. Selon lui, David avait dit qu'il savait comment utiliser le poison d'un crapaud d'Amérique du Sud pour le mettre dans la sauce de la nourriture des gens et les tuer silencieusement. Malgré ce commentaire étrange, cela correspondait à la théorie du ministère public concernant un empoisonnement. De plus, il a également déclaré que David avait révélé que lui et Chantier s'étaient disputés quelques jours avant sa mort, car elle avait trouvé sur son téléphone des messages textes qu'elle avait interprétés comme la preuve qu'il avait apparemment des relations intimes avec d'autres hommes. Chantier l'aurait menacé de montrer cela à tout le monde. David a perdu le contrôle et, même sans donner de détails sur ce qui s'est passé ensuite, il a laissé entendre qu'il était responsable de sa mort. Bien qu'aucun message suspect n'ait été trouvé sur son téléphone, cette information était également liée aux activités qu'il menait secrètement dans le sauna gay.
Les audiences du procès étaient prévues pour 2020, mais à cause de la pandémie, de nombreux procès ont été reportés. Et celui de David n'a commencé que le 12 octobre 2023. À l'ouverture, il a plaidé non coupable. Ses avocats ont même essayé de prétendre qu'il était schizophrène, mais sans aucun rapport médical pour le prouver, cette supposition a été ignorée. C'est lors de ce procès que tout le monde a appris cette information dont j'ai parlé au début de l'épisode. Que dans la maison qu'il louait, David voulait payer un tiers du montant. Une amie de Shanti a transmis l'information au tribunal par son témoignage. Pour le ministère public, la théorie était la suivante. David, depuis longtemps, essayait déjà d'empoisonner sa femme afin de pouvoir garder la maison, les autres biens et les polices d'assurance rien que pour lui. Cependant, Shanti avait découvert la double vie bisexuelle de son mari. Elle l'a confronté, le menaçant de tout révéler sur ce qu'elle avait découvert. Et, bien qu'il ait eu un plan futur pour sa mort, ce moment a finalement précipité cette fin, lorsqu'il l'a attaquée dans un accès de rage. La nuit du crime, vers minuit, Shanti, assise au bord du lit, enlevait ses boucles d'oreilles pour dormir. L'heure a été fixée selon sa dernière activité sur son téléphone à 23h30. La situation a été signalée car une boucle d'oreille était sur la commode près du lit, l'autre encore à son oreille quand la police est arrivée. Donc à ce moment-là, elle a été surprise par David et a été tuée par strangulation. Il a laissé le corps sur le lit toute la nuit et a passé la matinée à réfléchir à ce qu'il dirait à la police. Jusqu'à ce qu'alors, vers 3h de l'après-midi, soit plus de 12 heures après le crime, il a appelé les urgences. Il convient de souligner que son fils était avec son père lorsque tout s'est passé. Après 6 jours de procès, les jurés ont mis 5 heures pour parvenir à un verdict. David, alors âgé de 55 ans, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Même s'il continue de clamer son innocence, David passera le reste de ses jours en prison et emportera avec lui le secret de ce qui s'est réellement passé, refusant à tous, et probablement pour toujours, d'admettre qu'il a été le seul responsable de ce crime.